Good morning. It's February 2 and it's a Sunday. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Alors c'est un vidéoclub un peu particulier que nous enregistrons aujourd'hui. Cinéphile aguerri ou amateur de films du dimanche soir, vous n'avez pas pu passer à côté de l'annonce du décès de David Lynch qui nous a quittés le 15 janvier dernier à l'âge de 78 ans. David Lynch était un cinéaste singulier, un ovni qui a su imposer une ombre cauchemardesque sur le paysage hollywoodien de ces 50 dernières années. Que ce soit avec des longs métrages comme Blue Velvet, Mulholland Drive, Lost Highway, ou encore sa série révolutionnaire Twin Peaks. Mais c'est aussi et surtout un cinéaste qui a eu une grande importance dans l'histoire personnelle de chacun des membres de notre équipe, d'où la nécessité pour nous de lui rendre un hommage à notre manière. Et justement, nous avons longuement réfléchi à la façon de lui rendre cet hommage. L'évidence était une rétrospective complète de son travail cinématographique, mais nous avons rapidement réalisé qu'il s'agissait d'un exercice impossible, tant ce dernier représente un bloc excessivement dense et tant limiter l'œuvre de cet artiste total, qui était avant tout plasticien, à son travail au cinéma et à la télévision, semblait nécessairement incomplet pour tenter de comprendre son œuvre dans son intégralité. Mais comme le sujet de notre podcast c'est le cinéma, et ce dans son sens le plus large, nous avons choisi ce format un peu bâtard que nous avons nommé un peu maladroitement l'autre Lynch, et dans lequel nous allons vous évoquer 4 œuvres vidéo de David Lynch, méconnues du grand public et surtout accessibles relativement facilement sur internet, et notamment sur la chaîne YouTube de David Lynch lui-même. Alors, cette semaine donc, pour parler de David Lynch, je suis en compagnie de Elric Marshall. Comment ça va, Elric ? Ça va. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Je suis malade en ce moment, mais sinon, à part ça, ça va. Et, comme d'hab, Jordan. Comment ça va, Jordan ? Ça va très bien, je te remercie. Et pour finir, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait d'émission avec lui. Vincent Renard. Comment ça va, Vincent ? Jusqu'au retour du roi, au fait, tout simplement. Bon, allez. Je te laisse démarrer, Jordan. Tu vas nous présenter le cours que tu as choisi. Alors, j'ai décidé de parler du court-métrage Sailing with Bushnell Killer. C'est un court-métrage que David Lynch a tourné en 1967. Il avait une caméra Bolex 16 mm et en fait, il filme simplement son ami et mentor, donc Bushnell Killer, avec son frère Dave Killer, ainsi que lui-même, naviguant dans la baie de Chesapeake à bord du King's Cruiser. Et en fait, c'est un cours un peu particulier. Il fait partie soit du tout premier film, soit des 2-3 premiers films de David Lynch au niveau des courts-métrages, même si lui préférait appeler ça un film amateur et pas forcément un film qui nécessitait d'être revu. Mais je le trouve super intéressant parce que ça relève déjà un petit peu de ce que va être, entre guillemets, capable de faire David Lynch plus tard. Ce que je trouve assez incroyable avec ce cours, c'est, je veux dire, il filme comme comme si c'était un petit peu des vacances en fait entre 3 adultes qui naviguent sur un bateau et ils ont l'air heureux. Il y a l'air d'avoir un bonheur apparent, un relatif calme, pardon. Et avec ces 3 personnes qui sont sur ce bateau, et en fait c'est vraiment toute l'ambiance sonore déjà dans un premier temps qui apporte une certaine angoisse en fait et qui tranche complètement, qui contraste complètement avec justement ce bonheur et ces sourires, ces rires qu'ils ont sur ce bateau, avec notamment ce bruit du vent
qui est très caractéristique de ce qui va suivre dans la filmographie de Lynch, qui utilisera beaucoup cette espèce de bruit sourd du vent en fond sonore qui donne un côté très angoissant, mais aussi beaucoup dans sa mise en scène avec ses plans un peu obliques, ses ralentis un peu étranges, et il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur ce film qui ne dure que 3 minutes et qui, comme je l'ai dit, n'est qu'un petit film amateur de Lynch qui, en gros, filme ses vacances, mais la manière dont il filme ça et arrive à proposer une ambiance qui tranche complètement avec ce qu'on pourrait attendre d'un cours de la sorte, je trouve ça génial, et honnêtement, ça vaut largement 3 minutes de votre vie. Pour la petite anecdote, Bushnell Killer, c'est un peintre qui en fait est un petit peu le mentor qui fut le mentor de David Lynch, qui de ses propres aveux a changé sa vie et l'a persuadé à poursuivre sa vie d'artiste. Donc l'un dans l'autre, merci Bushnell Killer. Comme tu l'as vachement bien dit, c'est sorti en 67 et qui est l'année du premier, on va dire, vrai court-métrage qui en fait qui est Six Figures Getting Sick, qui c'était avant que David Lynch ait même l'envie de se consacrer au cinéma, à l'époque où il était beaucoup plus intéressé par la peinture et les arts plastiques. Et comme justement, ouais, tu le décris très très justement, c'est que c'est un film de vacances amateur, et pourtant on a déjà presque tout Lynch, quoi, cette ambiance cauchemardesque, pesante, une sorte de sentiment de danger imminent. Et ouais, moi aussi, c'est un film c'est drôle comment, en fait, pour un truc qui presque n'aurait jamais dû être vu par le grand public, on a presque une synthèse déjà de l'essence même de l'œuvre de Lynch. Alors ouais, je trouve aussi que c'est un court-métrage intéressant, comme tous les premiers courts-métrages de Lynch, parce qu'on a tendance à retenir Six Figures Getting Six, The Alphabet et ensuite The Grandmother. Mais entre tout cela, il a réalisé beaucoup de courts-métrages, que ce soit ce court-métrage de vacances ou alors une fausse publicité, et aussi un autre qui s'appelle, qu'on peut trouver sur YouTube sous le nom David Lynch Early Experiment, un truc dans le genre, ça dure une quinzaine de minutes. Où c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment des expérimentations avec le cinéma, et avec le médium du cinéma, la pellicule, tout ça. Et je trouve que c'est des documents dont on parle pas assez, qui pourtant, comme vous le dites, détiennent en eux beaucoup de ce qui va être le cinéma de Lynch plus tard. Oui, effectivement, du coup, on a un peu évoqué là tout le travail, on va dire, plasticien qu'a Lynch, et qu'on aura sûrement le temps de réévoquer plus tard. Cependant, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le film qu'a choisi Stack, c'est vraiment le sound design que choisit de faire Lynch. Parce que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans tous ces plus grands films, techniquement, que ce soit le Stagway, Blue Velvet, Eraserhead, Mulholland Drive. Il y a vraiment tout un travail du son qui vient ajouter à cette pesance. Et même avec un film comme tu l'as décrit, Jordan, c'est-à-dire un film de vacances assez simple, en fait, le simple fait qu'il y ait cette espèce de boîte assez lourde, qui vient un peu étouffer l'ensemble, va vraiment finalement justement donner cet univers assez lynchien au film. Et donc on a dès le début finalement une espèce de travail de l'univers qui va au-delà du cinéma finalement, et qui, comme l'avait évoqué si bien Lucas, va vraiment créer une espèce d'artiste total où il va de A à Z prendre les mains du film et va créer quelque chose de parfaitement singulier. Et en l'occurrence surtout parfaitement formidable. Pour revenir, oui, tu évoquais le sound design, et c'est quelque chose qui est vraiment vachement important dans toute l'œuvre de Lynch. Et notamment, c'est Alan Splett qui était son sound designer. Et je me souviens, pour citer une interview, je crois, qui était dans le hors-série des cahiers qu'ils avaient dédié à Lynch il y a 2 ou 3 ans. Et c'était assez drôle parce que je sens son sound designer, et enfin, c'est drôle. C'est plutôt. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, son pote, qui est son sound designer, est malvoyant. Donc, travailler sur ces films, en fait, ils avaient une certaine symbiose dans leur manière de travailler, et se comprenaient plutôt bien. Et ce qu'on évoquait aussi depuis le début, depuis presque l'intro, mais c'est le travail de plasticien de Lynch, évidemment, sur lequel on va revenir, justement. Ça pourrait être la transition
vers ton cours, Vincent. Mais je trouve que c'est ce qui fait les grands cinéastes comme ça. C'est cette manière aussi de traiter l'image filmique comme une matière plastique et on le verra tout au long de son travail, ne serait-ce qu'avec les collages, dans ses dernières vidéos, tout ça. Il y a, en fait, c'est quand on voit les tableaux de Lynch ou quand on écoute sa musique ou qu'on regarde ses films, on est vraiment, on a cette impression d'artiste total. Oui, si tu veux, tu peux directement enchaîner. Parce que moi, le film que j'ai choisi, c'est The Grandmother, sorti en 1970. Alors, vu que c'est un épisode un peu particulier, on va surtout évoquer aussi notre rapport à Lynch. Moi, la raison pour laquelle j'ai choisi The Grandmother, c'est, on va dire, son lien étroit avec le premier long métrage qu'a fait Lynch, c'est-à-dire Eraserhead. Pour moi, voilà, comme tous, j'ai découvert Lynch par Mulholland Drive, par Elephant Man. D'ailleurs, je pense que commencer Lynch par Mulholland Drive n'est pas nécessairement une très bonne idée, il est assez complexe à appréhender. En revanche, le moment où j'ai vraiment commencé à apprécier l'œuvre de Lynch et à en fait comprendre finalement comment appréhender son œuvre, c'est avec Eraserhead. Et à mon sens, The Grandmother est une très grande préfiguration de ce qui va donner Eraserhead, dans le sens où les autres courts-métrages qu'a fait Lynch avant Eraserhead en 1977, c'était plus des courts-métrages, on va dire, tests. Il va essayer des choses, soit il va être proche de son travail de plasticien avec Six Figures Split in Six, ou alors il va justement faire des choses un peu plus étranges. Mais avec The Grandmother, qui est un moyen métrage de 33 minutes, il va vraiment faire une transition assez intéressante justement vers le cinéma, tout en justement faisant des expérimentations avec la stop motion, de l'animation, des choses assez étranges où on est entre du vrai filmé et une espèce de stop motion assez étrange avec des vrais personnages mais grimés. En fait, il va faire beaucoup d'expériences dans ce film, mais on sent totalement arriver la transition vers un long métrage plus global, plus, on va dire, cohérent de A à Z. Oui, comme tu dis, c'est son premier cours qui sort en fait parce qu'il était on va dire, dans un équivalent des beaux-arts américains. Et c'est son premier cours qui n'est pas justement un travail, un exercice de son école d'art de plasticien et qui est vraiment. Tu dis qu'Alphabet aussi, il me semblait qu'Alphabet c'était un exercice. Non, en fait, The Alphabet, c'est un peu aussi dans le même style que The Grandmother, mais en bien plus court. C'est-à-dire que ça mélange prise de vue vue à la caméra et animation stop motion. Et c'était pas un exercice pour son école, c'était une commande un gars lui avait fait après avoir vu Six Figure Getting Six, mais qui n'a pas abouti, et le gars lui a juste laissé le budget pour faire le film. Et parce qu'à la base, ça devait être aussi un mélange entre une installation et de la vidéo, enfin et du film. Et finalement, c'est juste un court-métrage destiné à être projeté sur un écran normal et pas sur une sculpture. Mais au final, on est d'accord sur le fait que Grandmother, c'est peut-être son premier vrai pas dans le cinéma au sens, on va dire au sens propre, quoi, de sortir de la vidéo, quoi, et rentrer vraiment de l'expérimentation vidéo et d'être dans un film. Bah non, du coup, genre Alphabet, ça compte aussi. Okay. Non, parce que pour moi, Alphabet, c'est vraiment... j'avais vraiment l'impression que c'était... je croyais que c'était fait pour être une installation. Non, à la base, ça devait être ça, mais ça n'a pas pu se faire. Du coup, c'est juste un court-métrage... c'est un court-métrage classique. Ouais, mais du coup, c'est involontaire que ce soit un court-métrage classique. C'était pas pensé, ça n'a pas été conçu comme ça. Comment dire, la commande a été faite pour une installation, mais comme ça n'a pas pu se faire, ça a été... tout le tournage et tout a été prévu pour un court-métrage classique. Ah, ok. Du coup, la grande différence moi, que je vois, c'est que The Alphabet, c'est un vrai court-métrage qui est quand même vraiment extrêmement court. Avec The Grandmother, on sent qu'il y a la tentative de créer une histoire beaucoup plus longue et où finalement le mélange des styles artistiques, plastiques quasiment. C'est-à-dire, on va commencer avec de l'animation, puis ensuite on va revenir sur des vrais personnages. On a des mélanges de couleurs avec du noir et blanc. On sent vraiment qu'il y a plus une tentative de vraiment faire un film de cinéma finalement. À mon sens en tout cas. Ouais, on retrouve... c'est peut-être son premier film où on pourrait presque dire qu'il y a une narration. Enfin,
au sens même si Lynch a toujours une narration qui est, on va dire, très différente de ce qu'on a comme schéma classique du mythe, comment dire, là, le truc de con, là, le monomythe de Campbell et tout. On est vraiment mais c'est le premier où en tout cas il y a un cheminement, on observe une histoire et on sort du simple objet visuel. Du coup, moi, ce que je trouve de très intéressant avec The Grandmother, et pour pas répéter ce qui a déjà été dit ou quoi, c'est que c'est dans ce court-métrage, c'est peut-être le premier dans lequel on peut voir Lynch fait un rapport, établit son rapport qu'il a avec ce qu'on peut considérer comme la nature ou l'état de nature. C'est-à-dire que chez Lynch, pour petite anecdote, il a grandi dans des banlieues américaines proches de la forêt, tout ça, et c'est quelqu'un qui était très proche de la nature et notamment de la matière, du bois, tout ça. Et on peut voir dans The Grandmother, qui sera ensuite mis dans Eraserhead et dans plusieurs autres de ses films de façon plus éparse, c'est la confrontation entre un monde entre un monde industriel très froid, très déprimant, et une nature qui est en tout l'inverse, chaude et chaleureuse. Et ça se transmet dans ce film via les décors du film et le petit garçon qui vit un enfer absolu et qui se fait une grand-mère via une graine, donc via un élément naturel, via une plante, qui va être une figure réconfortante. Et puis aussi, mais ça tu l'avais dit Vincent, mais pour pousser encore plus loin, on est vraiment dans un proto Eraserhead. C'est avec toute cette, on va dire, cette réflexion autour de la naissance, de la mise au monde. Alors là, dans Grandmother, c'est un petit garçon qui donne naissance à sa grand-mère. Dans Eraserhead, c'est un film sur la paternité. Et pour moi, les deux œuvres sont carrément complémentaires, presque. Oui, tu as raison. The Grandmother, c'est vraiment la peur d'un enfant par rapport à ses parents. Il essaye de fuir par la création du grand mec idyllique, alors que Eraserhead, moi je le sens beaucoup plus personnel à Lynch. C'est-à-dire que quoique les deux pourraient être pris de façon très personnelle, mais on sent que c'est la peur d'être père, c'est la peur de perdre sa femme. Enfin, c'est on va dire la peur de famille dysfonctionnelle d'un point de vue enfantin et d'un point de vue plus adulte. Maintenant, les deux liens que je ferais aussi, ou peut-être que je conclurai par là, c'est vraiment le travail de la matière dans ces deux films. C'est-à-dire que Eraserhead, il y a vraiment un travail sur à quel point est-ce que la matière ressort, à quel point est-ce que les jeux de lumière vont jouer sur les textures, tout ce genre de choses, comment est-ce qu'il va jouer avec la pellicule. Et The Grandmother, pour moi, il préfigure beaucoup ça, dans le sens où il va aussi beaucoup travailler sur la profondeur avec ses dessins, sur la mise en scène avec ses lumières, et justement l'absence de lumière avec cette espèce de décor totalement noir. Voilà, pour moi, t'as totalement raison quand tu dis que les deux font presque le miroir l'un l'autre. Moi, je vais pas répéter ce que vous avez dit parce que c'est déjà assez complet. Effectivement, on sent quand même l'évolution entre ne serait-ce que son premier cours et celui-ci. Par contre, moi, il y avait un truc, peut-être que Elric me contredira, parce que je pense qu'il a regardé, n'importe lequel de vous trois, mais certainement Elric, mais je me demande si c'est pas une des rares fois, ou en tout cas, il me semble que ça n'arrive pas dans ses longs métrages ou dans sa série, où il filme un enfant. J'ai pas souvenir, dans les quelques cours que j'ai vus. Ah si. Lynch, c'est pas un cinéaste qui filme beaucoup les enfants. À part le film Twin Peaks et The Grandmother, je crois pas qu'il y ait d'exemple. Et évidemment Eraserhead, mais c'est un enfant un peu particulier. Ouais, je crois que c'est l'un des seuls films dans lequel il filme des enfants. Et du coup, pour rebondir là-dessus, il y a vraiment un côté très triste avec cet enfant qui se fait maltraiter par ses parents, par la vie, bref, il passe vraiment un moment affreux, et je me rappelle, alors je vais être tout à fait transparent, j'ai pas revu The Grandmother pour le podcast, je l'avais vu l'année dernière parce qu'il me semble qu'il était sur Mubi, je sais pas s'il l'est encore,
mais il était sur Mubi et donc je l'ai vu là-dessus. Et il y avait vraiment une scène avec justement cet enfant avec il a un regard et un sourire qui est, enfin je disais tout à l'heure, du coup Lynch a pas forcément beaucoup filmé les enfants et la manière dont il filme ce plan, je trouve est très très beau et voilà, voilà, je vais pas tergiverser 100 ans sur The Grandmother parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais il y a quelque chose de vraiment touchant dans ce film. C'est vraiment un film à conseiller. On a commencé sur un film de vacances, puis après sur une des premières œuvres de cinéma de Lynch. Et moi, je vais continuer sur un documentaire de Lynch qui est beaucoup plus tardif, puisqu'il est sorti en 2000, puisqu'il est sorti en 2007, donc après Inland Empire, après le moment où Lynch est passé on va dire, à la caméra vidéo par manque de budget et tous les travaux qu'il a fait avec ça. Et en fait, bon, mon film se nomme simplement David Lynch Cooks Quinoa. Et c'est un documentaire où c'est David Lynch qui cuisine du quinoa. Alors on dit comme ça, bon, c'est peut-être pas... ça donne peut-être pas envie. Et pourtant, c'est tous les gens qui l'ont vu l'affirmeront, peut-être une des œuvres une des meilleures œuvres de Lynch, puisqu'en fait, c'est en noir et blanc, c'est vraiment, tout est dans le titre, hein, c'est Lynch qui cuisine du quinoa, il fait sa recette de quinoa, et pendant la cuisson, il s'assoit sur une chaise, dans les moments d'attente, quoi, parce que tout se fait en temps réel, et il commence à raconter une histoire. Une anecdote qui lui est arrivée en Europe de l'Est, un truc... et en fait, il y a, et ça revient justement à ce que disait Jordan au début d'émission, quand tu parlais de son premier film, et on disait justement cette atmosphère qui restera jusqu'à la fin. Il y a une pesanteur qui est de plus en plus écrasante, une pesanteur cauchemardesque au fur et à mesure du film. Et ça finit, en fait, ce qui commence comme un truc un peu trivial, d'une recette de quinoa, termine en fait dans vraiment un pur film d'horreur. Et c'est trouvable très facilement sur internet, sur YouTube, ça dure 20 minutes. Bon, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il existe des sous-titres français, mais si vous comprenez un peu l'anglais, même si vous comprenez qu'à moitié, que on va dire le sens de l'histoire vous échappe un peu, c'est pas très grave parce que c'est vraiment... je pense qu'on est dans une œuvre beaucoup trop méconnue pour ça, on va dire, par rapport à la qualité, à sa qualité. Ouais, pour celui-là, pour le coup, je l'ai vu suite à ta recommandation et honnêtement, j'y allais exactement comme tu l'as dit. C'est-à-dire que j'y allais avec de la flemme et je me suis dit, putain, un court-métrage de 20 minutes qui s'appelle David Lynch qui cuit du quinoa, bon... franchement, j'avais pas envie. Et puis c'est vrai que le début... Alors après, tout de suite, hein, forcément, t'as toujours le côté un peu... Voilà, Lynch, il se filme en noir et blanc, l'image est quand même assez particulière. C'est pas non plus comme si le type, il se filmait en plan fixe, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une installation de baiser pour le filmer lui en train de faire du quinoa. Le mec a anticipé son truc, c'est quand même hallucinant. Puis alors en plus, Lynch il pète la classe avec son costard, le mec se met à faire de la vaisselle et tout avec son costard. Enfin, c'est juste monumental. Il y a vraiment quelque chose déjà, rien que d'un pur point de vue, purement visuel au début, qui est assez extraordinaire. Et puis c'est vrai que comme tu l'as dit, plus le temps passe et plus en fait pendant ces pauses clopes, pendant les temps de cuisson, le mec d'un coup t'as une ambiance. Parce que tu l'as dit, bon moi l'anglais. Ça va, je maîtrise de plus en plus, on va dire, mais c'est pas non plus, je suis pas une foudre, et puis honnêtement, j'avais un peu la flemme de vraiment comprendre ce qu'il racontait dans son anecdote, donc pour être franc, je me rappelle plus trop de quoi il parle, mais j'ai vraiment été pris par l'ambiance du truc, c'est hyper angoissant, puis il y a vraiment un travail à un moment donné, quand il raconte son histoire, je sais pas si tu vois, tu sais, il bouge la main, tu sais, il ouvre la main comme ça, et puis ça projette un son, et tu sais, toujours cette espèce de son un peu particulier qu'on entend chez Lynch, cette espèce de truc un peu sourd, un peu étouffé. C'est hyper particulier, mais c'est complètement lunaire d'avoir tourné un truc pareil, c'est typiquement Lynch, et c'est assez génial, ça flirte avec l'angoisse alors qu'il cuisine du quinoa. Alors bon, après l'un dans l'autre, c'est pas trop incohérent parce que le quinoa c'est un peu dégueulasse et c'est hyper angoissant d'entendre qu'un mec comme Lynch adore manger du quinoa avec du brocoli, ce qui est parfaitement dégueulasse, mais
Voilà, c'est vraiment un court-métrage qui vaut le coup, malgré ses 20 minutes et malgré le fait que ce soit une recette de cuisine. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je suis globalement d'accord avec vous deux. Je pense que ce qu'on peut dire sur le film, c'est que c'est un bon moyen de comprendre comment Lynch utilise la musique aussi. Puisqu'il y a vraiment et le son même en général, puisque c'est pour moi ce qui joue beaucoup dans l'ambiance du film, c'est-à-dire le truc un peu rigolo au début de Lynch qui prépare du quinoa, et ensuite le côté très badant, très oppressant de quand il raconte son anecdote sur. Enfin, c'est surtout avec le son et son utilisation de la musique qu'il y a toute cette atmosphère badante et anxiogène au moment de l'anecdote. Enfin, quand il laisse le quinoa cuire, quoi. Et j'ai découvert le film justement parce que c'est toi, Elric, qui me l'avait recommandé il y a quelques années déjà. Et j'y avais été en me disant, tu sais, à MDR, il est vraiment un peu crazy ce Lynch ou quoi. Et en fait, j'avais été soufflé par, on l'a évoqué plein de fois, ce que tu disais, mais justement, ce sound design, et qui arrive à. Il y a une gradation dès le départ, il y a quand même une pesanteur, hein, dès les premières secondes où, grâce à la musique, mais vraiment cette gradation dans l'angoisse et qui te scotche sur ton siège devant cette vidéo est vraiment. En fait, je pense, de par la simplicité de sa mise en place, est une œuvre très intéressante aussi à analyser pour comprendre justement les mécanismes de Lynch. Parce qu'au final, on est dans peut-être. On est dans un film beaucoup plus accessible qu'Inland Empire, c'est sûr. Mais en fait, c'est on va dire, un bon accès pour. Si vous avez du mal à saisir, vous voyez du Lynch, vous aimez ce que vous voyez, mais vous avez du mal à saisir, c'est un petit peu ce qui vous plaît chez Lynch. Peut-être qu'avec ce court-métrage, justement, vous pouvez. Oui, si vous essayez de comprendre pourquoi, quelle est la spécificité du cinéma de Lynch que vous avez du mal à saisir, parce que c'est ça aussi la beauté du cinéma de Lynch, c'est vraiment cette étrangeté que moi j'ai mis des années en tout cas à arriver à étudier pour la cerner. David Lynch Cooks Quinoa est fait pour vous. Donc moi le film que j'ai choisi, c'est un long métrage qui s'appelle Duran Duran Unstaged. C'est un concert filmé. En gros ça fait partie d'une série de concerts collaboratifs entre musiciens et cinéastes de renom qui s'appelle American Express Unstaged. Donc on a aussi des concerts filmés par Werner Herzog, par Terry Gilliam, je crois, et par Spike Lee, et entre autres. Mais pour le plus intéressant de tous, c'est clairement celui de Lynch. Alors, comment dire, ce qui est intéressant avec ce que j'aime beaucoup avec ce film, donc le film, il permet de faire la filiation directe entre le cinéma de Lynch et celui de Méliès, parce que je trouve qu'on compare Lynch à beaucoup de cinéastes, et dans les études, en tout cas, enfin dans les textes qui sont faits sur Lynch, peu font le lien avec Méliès. Je pense que de tous les textes que j'ai dessus, et j'en ai lu pas mal puisque j'ai fait 2 mémoires sur lui, il n'y a que Diane Arnaud qui fait le lien direct entre Lynch et Méliès, mais pourtant c'est un truc qui saute aux yeux une fois que c'est dit, et notamment ce qui est dans cette captation de concert, c'est l'utilisation des surimpressions et beaucoup d'effets spéciaux entre guillemets, le choix de la couleur et tout, et qui ont tout fait penser au truc entre guillemets aussi de Méliès. Et c'est aussi un film que je trouve très intéressant, parce que les concerts filmés, c'est une forme de cinéma qui est très peu étudiée en fin de compte, alors que c'est une forme de cinéma qui permet de faire revenir le cinéma à ce que c'était à son essence, c'est-à-dire avant l'institutionnalisation du cinéma, à l'époque où c'était encore une attraction. Parce qu'il faut savoir que depuis les années 10 à peu près, toute l'histoire du cinéma n'a été que... bref, ça a été de rendre le cinéma de moins en moins spectaculaire, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui au cinéma on a encore des genres typiquement spectaculaires, par exemple le film d'action ou le film d'horreur, mais on n'est plus dans ce rapport à l'attraction, c'est-à-dire au côté attractif, au côté forain, et la forme du concert filmé, c'est une forme qui permet de revenir à ce côté spectaculaire, puisque
c'est la captation d'un concert, donc, qui est un spectacle en lui-même, un spectacle musical. Et Lynch, il embrasse à fond ce côté-là parce que, comment dire, le film, c'est pas simplement un concert filmé, c'est-à-dire que dès la présentation, Lynch, il nous dit que ce qu'on va voir, c'est pas un simple film, c'est pas un simple concert. Dès l'intro, enfin, genre, il met une lumière en noir et blanc avec des flashs lumineux et comment dire, et il fait le Golemon comme il a l'habitude, mais et durant tout le film, en fait, il va démultiplier les effets de mise en scène, les effets de style, comme j'ai pu le dire, les surimpressions, mais aussi des objectifs fisheye pour filmer le public, le passage de l'image en négatif, la saturation de l'image. En fait, il cherche pas à recréer les sensations du concert à l'image, mais il fait du concert une œuvre expérimentale et j'utilise le côté spectaculaire de la musique pour en faire une nouvelle œuvre. Des enregistrements audio, des sons de cassette, des sons de pluie, enfin il y a tout qui est là pour rappeler le cinéma de premier temps. Il utilise aussi de nombreux effets numériques, du bruit comme le bruit de l'image, des effets spéciaux et de l'image de synthèse. Désolé, c'est juste que mes notes sont un peu éparpillées. Du coup, j'ai... c'est super intéressant ce que tu disais par rapport à Méliès, parce que c'est vrai que justement c'est ce que je notais et c'est ce que j'avais remarqué. Lynch est vraiment un cinéaste qui est c'est pas comment dire c'est un peu une banalité de le dire, mais un cinéaste très à part, on le disait dès l'intro, mais aussi parce que il a toujours en fait dès ses premiers films comme Grandmother dont on parlait ou Eraserhead, où là c'est pour les cas les plus connus, on pourrait dire comme s'il revenait à une forme de cinéma un peu préhistorique, où il réinvente vraiment des images et en fait, parce que toute son œuvre, il va utiliser des... Ouais, tu parlais de surimpression, de Méliès, mais on a vraiment cette impression, en fait, que y a un peu deux types de cinéastes. On va voir ces cinéastes cinéphiles, là, Tarantino, pour l'exemple le plus pourri, des Scorsese, par exemple, des cinéastes qui sont érudits et qui s'inscrivent un petit peu dans une histoire du cinéma global, et c'est là où peut-être que je trouve que c'est presque plus intéressant de penser Lynch comme un plasticien, même son travail de cinéaste comme celui d'un plasticien, parce qu'au final on a vraiment cette impression qui réinvente un cinéma, même presque un pré-cinéma, quoi. Et là vraiment avec les expérimentations de Duran Duran, c'est même il y a même des trucs qui font penser aux zootropes, enfin tous ces objets qui ont précédé même l'invention du cinématographe. Bah finalement Elric a assez bien détaillé. Il peut y avoir d'intéressant dans le film, et pour moi tout ne tient que dans une seule phrase. Ce qu'a dit Elric, ça veut dire que ce que fait Lynch, c'est pas tellement un spectacle. Il va pas seulement filmer un spectacle et faire des expérimentations. Tout ce qu'il va faire va supplanter la musique et justement va passer par-dessus. Et finalement, moi, c'est ce que je trouve plus intéressant dans le film, c'est que c'est pas un concert filmé, c'est-à-dire que il va prendre cette musique et il va en faire autre chose. En fait, il va vraiment, c'est ça. Il va pas construire autour, mais il va faire en sorte que la musique s'intègre dans une œuvre qu'il aura lui-même construite. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il rentre intéressant. Non, moi, le seul truc que je voulais dire, parce que j'ai pas grand-chose à rajouter, Elric a été super complet dans sa présentation, donc je vais pas dire les choses qui m'ont marqué. Le seul truc que je voulais ajouter, je pense que cette captation de concert, c'est une des choses qui montre à quel point Lynch était quelqu'un, c'était vraiment un artiste, parce que là, on ne parle vraiment que de son travail, on va dire, de cinéma, de films, de choses comme ça, de son travail d'image, mais c'est un artiste protéiforme. Il a fait beaucoup de choses, il a fait de la musique, il a fait de la peinture, il a fait énormément de choses. Lynch, il s'est pas vraiment, il s'est pas cantonné en fait au cinéma, et voilà, cette captation de concert est d'une certaine manière une preuve qu'il était capable de toucher à tout. Il était vraiment, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a fait de la publicité, enfin je veux dire, c'est bon. Je sais pas comment expliquer, mais Sony a quand même donné un chèque à David Lynch pour faire une publicité pour la PlayStation 2. Allez la regarder, c'est lunaire. Déjà, tu te demandes qui de saint d'esprit va donner de l'argent à David Lynch pour réaliser une pub.
Parce que, enfin, je veux dire, et puis est-ce que cette pub donne réellement envie d'acheter la console? Je suis pas certain. La publicité est incroyable, hein. Allez la voir, c'est génial. Et voilà, c'est ces petits trucs qui montrent vraiment à quel point c'était un touche-à-tout et qu'il était capable de faire des miracles avec des choses qui sortent du cadre un peu classique du simple long métrage ou de la série, pour parler de Twin Peaks, c'est-à-dire entre l'espèce d'un petit peu de film de vacances, la recette de cuisine, la captation de concert ou les publicités. Il était capable de tout faire et tout était intéressant et tout est passionnant et tout est à analyser, tout est passionnant et c'était vraiment, voilà, c'est un cinéaste. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce format et que chacun parle, on va dire, d'une chose un petit peu différente de ce qu'a pu proposer Lynch, parce que c'était vraiment quelqu'un de protéiforme et vraiment de passionnant à regarder. Et justement, c'est ce que tu disais, c'est en fait, on a cette impression quand on se plonge dans l'univers de David Lynch et qu'on se limite pas à son cinéma, que c'est vraiment un type, tu lui donnes n'importe quoi, il arrive à t'en faire une œuvre d'art. Et il a exercé dans tous les domaines. Et je pense que, enfin, moi, je vais recommander, comme ça, en conclusion, un documentaire qui n'est pas forcément, on va dire, exceptionnel dans sa forme. C'était David Lynch, The Art of Life. Alors, j'ai oublié le nom du réalisateur. Si vous l'avez, j'ai la flemme de vérifier. C'est un petit peu, c'est en grosso merdo, le film, c'est 2 heures d'ASMR de David Lynch qui raconte sa vie, son rapport à l'art, avec des images de lui dans son atelier qui bidouille des trucs. Oui, c'est The Art Life, pardon, pas The Art of Life. Et on a, enfin bref, et c'est comme je te précise, hein, c'est vraiment un documentaire qui n'a pas un grand intérêt cinématographique, mais qui montre bien en fait quand Lynch raconte sa vie et de le voir travailler, à quel point même dans les moindres petites choses, dans chacun de ses gestes en fait était pensé presque comme une œuvre d'art, et c'est ce qui en fait aussi un artiste qui va vraiment nous manquer. Et aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer un autre artiste qui peut prendre cette place en fait qu'il a laissée. Moi, pour conclure, je vais essayer de faire quelques recos assez rapides. Sur la chaîne YouTube d'Arte et sur leur site en ce moment, vous pouvez trouver un reportage, enfin un documentaire reportage qu'ils ont fait sur Lynch très récemment. C'est tombé un peu au hasard en même temps que sa mort, et qui est très sympa, avec des interviews de Laura Dern et de Kyle MacLachlan et de certaines des compagnes de Lynch. C'est vraiment super cool, ça dure 1 heure. Et sinon, en reco, pour faire un autre truc un peu rapide, j'aimerais recommander un album de lui qui s'appelle Blue Bob, qu'il a fait avec l'ingé son de Mulholland Drive, dont j'ai oublié le nom malheureusement. Mais comment dire, c'est un album exceptionnel. Si vous aimez un peu la musique industrielle, vous allez kiffer. Et il y a notamment plusieurs des chansons qu'il a composées pour cet album qu'on peut réentendre dans Mulholland Drive. Donc voilà, c'est la petite recommandation, Blue Bob de David Lynch. Et c'est sur YouTube, ça doit pas être sur les Spotify par contre, je préfère prévenir les gens. Ouais, en conclusion, j'ai pas vraiment de conseils à faire, que ce soit documentaire ou d'autres choses. Parce que moi, la seule chose que je peux conseiller, c'est de regarder les films de Lynch, tout simplement. En fait, Lynch, c'est techniquement, on pourrait presque dire, le premier artiste qui a fait rentrer dans la cinéphilie. Quand j'ai découvert Eraserhead, là, je vais un peu parler de façon assez personnelle, j'en suis désolé, c'est pas une critique aussi objective qu'on aimerait faire, mais bon. Quand j'ai découvert Eraserhead, on avait déjà un peu décrit certaines séquences, certaines choses assez bizarres qu'il y aurait à l'intérieur, mais l'ayant lancé à 23h, je me suis endormi pendant 15 minutes devant. Mais ça a du coup créé une espèce de symbiose assez étrange devant le film, où je ne savais plus ce que j'avais vu, que j'avais rêvé, ce qu'on avait décrit. Et finalement, je trouve que c'est la perte de Lynch, pour moi, elle est assez personnelle, parce que c'est vraiment la personne qui m'a fait découvrir finalement tout ce que pouvait être l'art, en fait. Il a vraiment amené quelque chose où il y avait une symbiose parfaite entre la plasticité, une espèce de scénario à la fois simple, en même temps assez nébuleux, un travail du son, un travail de la lumière. Bref, avec ce premier film, il était déjà allé si loin, si haut. La perte de Lynch, pour moi, c'est la perte d'un très grand artiste. Et normalement, moi, quand un artiste meurt, je dois avouer que ça m'en touche plus, enfin pour juste, enfin voilà, je le connaissais pas, c'est triste pour sa famille, mais ces films continuent à exister.
Or, étrangement, avec Lynch, alors que pourtant, elle n'a pas fait de film depuis si longtemps, ça m'affecte assez personnellement parce que c'est vraiment la perte d'un artiste qui a été assez important pour moi personnellement. Et la seule chose que je peux conseiller aux gens, c'est de commencer par ses premiers films, hein, pas commencer par Mulholland Drive, qui, justement, on pourrait faire l'erreur de vouloir trop analyser son film, alors que, et je pense que c'est la plus grande force de Lynch finalement, qu'on a essayé un peu de le faire, de le décrire avec ces 4 courts-métrages, c'est que c'est vraiment des films qui parlent aux tripes, au fait. On peut passer du temps à les analyser, à expliquer qu'est-ce qui est intéressant, mais au final, c'est des films qui se prennent directement, qui se prennent directement au cœur et qui n'ont pas tant besoin d'être intellectualisés que ça. On peut le faire, mais c'est pas sa plus grande force. Et voilà, donc Bah, merci. Non, non, vas-y. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure. En fait, en le disant, tu m'as fait formuler enfin, t'as esquissé cette idée que j'ai en tête moi depuis longtemps par rapport au cinéma et qui était aussi que Tarkovsky évoque d'une autre manière, mais dans son bouquin, mais c'est le fait que l'art, en fait, c'est pas censé parler à ton intellect. Nous, on est là. C'est vrai que bon, on a un podcast ciné, notre concept, c'est on débite sur des films. Mais en réalité, le plus important, c'est vraiment, ça parle pas à ton intellect, en fait, l'art. On est vraiment dans l'ordre de ce qu'on dirait l'intelligible. Enfin, on est dans vraiment, ça se vit, une œuvre d'art. Et je pense que Lynch, alors j'avais fait ma conclusion reco avant, mais ta conclusion perso m'a donné envie de rajouter un petit mot et je suis un peu ému aussi. Parce que de la même manière que toi, et je pense qu'on va tous rajouter une conclusion sur notre conclusion après, mais je- comme toi, j'en ai d'habitude un peu rien à foutre quand un artiste meurt, parce que voilà, c'est pas mon daron, c'est pas mon pote. Mais Lynch, putain, j'ai mis une semaine à digérer cette annonce. Et moi, titre personnel, bon, c'est un cinéaste que j'ai découvert au moment où je découvrais ma cinéphilie adolescent. Donc, il- j'ai mis du temps, on va dire, j'ai dû y retourner plusieurs fois pour vraiment l'apprécier. Mais c'est surtout dans mon travail en tant que... Parce qu'à côté, bon, j'ai fait une école de cinéma, j'ai pour vocation, en tout cas, d'essayer de faire des films. Et c'est dans sa méthode de travail, on va dire, et dans son rapport à l'art, que j'ai trouvé, moi aussi, une très grande source d'inspiration pour mon travail. Je parle sur un plan méthodologique, quoi. Il est en fait, il est pas inspirant dans le sens qu'on a envie de pomper sa manière de faire. Il est inspirant dans le sens où on se dit, putain, en fait, si on est capable d'une telle originalité, il y a pas de limite, en fait, à la créativité. Et voilà, c'était ma surconclusion un peu perso aussi. Et je crois qu'Elric, tu veux rajouter quelque chose. Ouais, ouais. Bah, du coup, pour faire une surconclusion aussi, je pense aussi un peu évoquer mon rapport à Lynch parce que comme pour vous deux, moi quand il y a un artiste qui meurt, globalement, je m'en fous un peu, mais Lynch, ça a fait un gros coup parce que, bah, perso, comment dire, comme j'ai pu l'évoquer, du coup, je sors de master et j'ai fait mes 2 ans de mémoire sur Lynch. Donc, c'est vraiment une personnalité qui a été entre guillemets «avec moi» tous les jours pendant 2 ans complets, c'est-à-dire, matin, midi, soir. Je faisais que lire, regarder, et étudier du Lynch. Donc, c'est vrai que ça fait très bizarre, qu'il soit parti comme ça. Et pareil dans mon rapport à la cinéphilie, moi en fait, j'ai 2 souvenirs, de cinéma, de quand j'étais petit, c'est-à-dire des films qui m'ont marqué, des images comme ça, qui m'ont marqué quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a Star Wars et il y a le Dune de Lynch parce que mon père est très fan de science-fiction, du coup je l'ai vu très jeune et comment dire? Du coup c'est au début de mes études de ciné où je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de revoir, ces images qui m'ont marqué quand j'étais petit» et je me suis repris une claque parce que voilà, ici on le dira jamais assez, le Dune de Lynch est une masterclass. Et après avoir revu, le film, j'ai essayé de voir toute sa filmographie et là vraiment, bah, je pense que je peux le dire, ça a changé ma vie à un point inimaginable et pareil, moi qui ai vocation à essayer de faire du cinéma ou au moins produire des images, c'est une inspiration de tous les jours, que ce soit, les films en eux-mêmes ou comme, ce que Lucas, disait, sa façon de travailler, sa façon de penser le monde, enfin, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de lire les écrits de Lynch. Il y en a pas beaucoup, il y a son autobiographie, il y a, Catching a Big Fish qui s'appelle Une histoire en français qui est, des petits conseils comme ça un peu à la Note sur le cinématographe de Bresson et il y a, les entretiens avec Chris Rodley puis toutes les interviews qu'il a pu faire et mais c'est super intéressant
de l'écouter parler, de le lire. Il y a aussi The Art Life, du coup, j'y pense. Parce que toute la philosophie de l'artiste derrière, l'art est au moins aussi intéressante que les œuvres en elles-mêmes et voilà, je peux que vous recommander, de foncer sur Lynch, que ce soit sa musique, ses films, son œuvre plastique aussi, c'est magnifique. Enfin, genre, toute une série de lithographies et tout, qu'on peut retrouver facilement sur internet, si vous voulez admirer ses œuvres. Je peux que vous recommander, tout ça. And so you just stay alert, do your work, don't worry about the world going by. It doesn't mean that you can sit around and not do anything. You've got to get your butt in gear and do it. And don't take no for an answer. Translate those ideas to cinema or to a painting or to whatever. And figure out a way to get it done.